Salut mes petits guerriers, sachez que j'aimerais beaucoup arrêter mon travail alimentaire pour me consacrer pleinement à cette chaîne. La seule chose que vous pouvez faire pour m'aider dans cette démarche folle, c'est de rejoindre la tribu Fight History et de vous abonner à cette chaîne, faire une putain de clé de bras à cette cloche pour recevoir toutes mes vidéos et balancer votre plus gros uppercut à ce petit bâtard de pouce bleu. Belle vidéo à vous. Absolument hypnotisé par le MMA, je me suis jamais vraiment intéressé aux organisations de kickboxing, sauf, bien sûr, le K1 au Japon. La plus réputée et la plus enjaillante des organisations mondiales de kickboxing, avec un tournoi à élimination directe, comme les premiers UFC, et qui, de 1993 à 2012, a balancé du lourd. Des tanks, des missiles, des attentats de Loki dans ta gueule, des virus néerlandais se sont emparés de cette scène au Japon. On peut citer avant les années 2000 des combattants comme Peter Hertz et Ernesto Hoost qui dominaient l'organisation. Et puis après 2000, ce sont des gars comme Rémi Bonjaski et Semi Shield. Alors Semi Shield, c'est un petit peu d'alchime, tu vois. C'est 2,12 m de muscles et environ 1,30 m de jambes dans ta gueule. Front kick, high kick, mâchoire cassée. Je me dois évidemment de déplorer un grand regret pour notre chouchou à tous, notre daron du fight, Jérôme Le Banner, qui malgré ses 2 finales au K1 Grand Prix, n'a jamais réussi à s'imposer devant ces monstres du kickboxing. Hélas, après 20 ans d'activité, le K1 est en faillite. Elle s'éteint doucement, ayant mis au monde des combattants emblématiques qui pour beaucoup s'orienteront vers le MMA dans les plus prestigieuses organisations mondiales comme le Pride FC et l'UFC, Semi Shield, Mirko Cro Cop, Alistair Overeem, Mark Hunt ou même Manoef. Aujourd'hui, l'une des plus prestigieuses organisations de kickboxing mondiale s'appelle le Glory. Et parmi ces nombreux combattants exceptionnels, un Français fait la différence. Très impertinent et qui compte bien envahir le monde du MMA et devenir le meilleur combattant au monde. Il arrive avec quelques subtilités, beaucoup d'audace, beaucoup d'intelligence et une façon de communiquer très séduisante et très impactante. Dans cette vidéo, nous allons voir comment Cédric Doumbé entre dans notre tête. On commence avec un palmarès impressionnant qui laisse personne indifférent avec 80 victoires et seulement 6 défaites. Alors il débute en full contact pour vite dériver au kickboxing qu'il trouve beaucoup plus sexy et beaucoup plus viril, notamment dans cette tenue. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Ah bah voilà, là c'est mieux, beau gosse. Il devient assez rapidement pro en 2013 puis obtient 2 titres de champion du monde de kickboxing. Et il débute ensuite le Glory en 2015 et devient le premier champion français en 2016 contre Nicky Holzken. Déjà vainqueur du Glory Collision 42 et réputé très coriace et presque invincible. Et contre toute attente, il obtient ensuite 7 ceintures de titres mondiaux au Glory, en battant des monstres comme Harut Grigorian ou Murtel Gronart. À la fin de sa carrière au Glory, beaucoup le mettent dans le top 4 des meilleurs combattants de sa catégorie. N'ayant absolument plus rien à prouver et voulant de nouveaux challenges, il décide de se mettre au MMA en 2021. Il enchaîne en moins de 2 ans 4 victoires consécutives et 4 par KO. Selon ses dires, toutes les organisations mondiales veulent le signer, mais trouvant que l'UFC est un petit peu trop radine et trop lente à son goût pour devenir un champion, et il signe en début 2023 au PFL, laissant bon nombre de ses abonnés énormément déçus. On y revient un petit peu plus tard. Une sensation de déjà-vu. Alors quand un mec arrive comme ça aussi vite sur la scène mondiale du MMA, on est obligé de faire des rapprochements, de faire des comparaisons, de faire des biais cognitifs. Vous voyez de quoi je parle ou pas? Vous savez ce mec là hyper cool, hyper sympa qu'on a vu partout, avec une boxe gracieuse, un pied-point impactant, un mec qui joue à FIFA les gars. Une belle passe là.
Ah bah voilà, je croyais que vous étiez décédés les gars. On parle bien de Cyril Gane, le mec qui a eu la plus grosse hype du MMA français après 30 ans d'existence. Et la question qu'on peut légitimement se poser, c'est est-ce que Cédric Doumbé ne serait-il pas tout aussi talentueux, voire plus talentueux que Cyril Gane en pied-point, mais sans les défauts que ses fans lui reprochent, comme par exemple être un petit peu trop dans le monde des bisounours, qui ne montre pas assez sa motivation ou son ambition, un peu trop peace and love. Maintenant, quand tu combats un adversaire comme John Jones, tu peux pas arriver en disant voilà bon gamin, en faisant des chœurs, en dansant sur du Aya Nakamura, en jouant à FIFA. Bon, je pense pas, hein. Personnellement, il doit s'entraîner comme un bâtard, mais je pense qu'il a donné une image de personne un petit peu trop cool en comparaison aux enjeux nécessaires pour devenir le meilleur combattant du monde. Pour les Français, Cédric Doumbé ne serait-il pas le Cyril Gane 2.0 ? Un mec plus motivé, plus ambitieux, qui donne une image un petit peu plus sérieuse, plus acharné, beaucoup plus dans la provocation, qui fait davantage de call-out, et qui divise surtout, puisque Cyril Gane, il était aimé par tout le monde. Mais Doumbé, c'est très divisé, car il peut avoir un côté très énervant, et justement, ça amène beaucoup plus de personnes susceptibles de vouloir suivre son travail. Et quand on parle de taquinerie, eh bien Cédric adore taquiner Cyril et son équipe. Jones, la terreur de l'UFC, à Cyril, bon gamin, la terreur des bacs à sable. Hey, tout le monde taille ses potes, tu vois. Bon, en l'occurrence, c'est pas mon pote. Une confiance en soi indiscutable. Ce qui définit Doumbé au-delà de son talent sportif, c'est évidemment sa confiance en soi. Elle est déstabilisante, énervante pour certains, mais c'est aussi cette ambivalence qui fait qu'on s'attache à lui. Lors des interviews par exemple, soit on aime sa prétention, soit on déteste son arrogance, mais dans tous les cas, on veut se tenir au courant de sa dernière punchline. Cédric, quel est le combattant le plus léger que t'aies eu? C'est Title Shy. C'est Title Shy, ouais. Le plus facile que j'ai eu. Je t'ai dit, ouais, non, c'est trop léger. Ah oui, je me suis dit, non, il abuse. C'est quand le combat contre Baki? Baki, quand est-ce que je le prends? Mais frérot, je te parle d'Ousmane, je te parle de Conor, toi tu me parles de Baki. En fait, là, tu veux me faire régresser, c'est ça le truc. tu veux pas que je perce, en fait. Et ce qui convainc une grande masse de fans et de professionnels, c'est que tout ce qu'il dit, tout ce qu'il avance, il le réalise. Et il le marque au fer blanc avec ce genre de réplique. Hey je vous avais dit quoi? KO deuxième round, on n'en parle plus. Dima, il a voulu faire ta lutte avec moi, Miskin. Et là encore, tu peux pas t'empêcher de faire un rapprochement, un biais cognitif avec d'autres combattants. Nate Diaz, you just shook up the world. How's that feel? Hey, I'm not surprised. Bon, avec un peu moins de badass quand même. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette confiance en lui, cette arrogance, cette définition de lui-même très prétentieuse, eh bien ce sont les moteurs de sa motivation, sa discipline et son perfectionnisme. Je me suis autoproclamé the best avant de l'être. J'étais visionnaire déjà à l'époque. Ça fout un peu la pression, non? Oui, c'est une autopression, mais en même temps elle est bénéfique parce que ça m'encourage et ça me force à performer derrière et à pas baisser les bras. Et contrairement à d'autres combattants très égocentriques, très narcissiques, lui, il a conscience de sa prétention et il en joue même avec de l'autodérision. Il se moque de lui-même. Je dis que je tape Ousmane, je dis que je tape Masvidal, etc. Si je perds contre Florent Burillon, c'est que là, ma carrière elle est finie. Je ferme Insta, je ferme Snap un petit moment, je peux plus parler pendant un petit moment. Donc vous vous rendez compte de la pression que j'ai sur les épaules. Et ça rentre dans ta tête, c'est hyper touchant, c'est hyper attachant. Une communication implacable. Pour être un sportif de haut niveau, il faut avoir une très bonne communication. Et il y a plusieurs types de communication. La plus violente, c'est ce qu'on appelle le trash talking, au travers des interviews, des face-off, des conférences avant combat, et évidemment sur les réseaux, tous les coups sont permis. Trash talking, ça veut dire parler poubelle, parler vulgairement. Trashing, ça veut dire saccager, donc saccager l'image de l'autre. Et donc, il faut avoir une forme d'irrespect. McGregor, Bisping, Colvington. And I've seen this man wobble many times. I've seen his brother sparked unconscious in another promotion. I know he is afraid of a smack. And if you're afraid of a smack off me, a smack will feel like a double-barrel shotgun. UFC, let alone MMA, didn't want to fight because Johnny Hendricks hit him in the head so many times, he thought he'd been abducted by aliens.
I'm surprised you're not wearing a tinfoil hat today to stop the fucking messages coming. Dude, I'm gonna hit you so many times you're gonna think you're gonna disappear on the mothership. Are you intoxicated or something? Hey, Marty! Take it slow. Hey, Marty! Is your daddy the jailbird coming on Saturday night? Think about that. She's got a cheating ass son and she's got a scammer ass husband. That must be shitty in that household. Et beaucoup diront que Cédric Doumbé, sa force, c'est son trash talking. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Il est pas violent, il est pas détestable aussi comme certaines personnalités. Moi, je me suis imposé une grosse limite, c'est-à-dire que je vais jamais parler de la famille. Là, vous allez rire, mais non, je vais jamais être vulgaire. Pourquoi? De un, parce que ça fait pas partie de ma personnalité, je suis pas vulgaire. De deux, je sais que je suis énormément suivi par des jeunes et des enfants. Et j'ai pas envie de montrer cette image-là, j'ai envie de montrer une belle image du sport. Et je vous avais dit quoi? C'est vrai que j'aime bien tailler, j'aime bien clasher un peu, tailler, tu vois. Mais c'est bon enfant. Et lui, il manque pas de respect, il est juste un petit peu taquin, provocateur. Son trash talking est beaucoup plus basé sur la subtilité à travers des petites vannes, des slogans accrocheurs. Et ça sème des petites graines dans notre cerveau. En fait, tu t'habitues à le projeter comme étant un champion. Et là, je vois Conor McGregor. Mais moi aussi, je peux le faire, ça. Il a le trash talk. Il gagne parfois, il perd parfois. Moi, j'ai le trash talk et je ne fais que gagner. Il utilise aussi des vidéos de communication sur ses réseaux sociaux qui s'adaptent à un nouvel environnement, un environnement numérique avec un montage dynamique, des effets, des éléments qui rajoutent beaucoup d'humour et encore une fois, qui font que tu t'attaches à lui. Imagine, il y a 20 ans, Tyson aurait fait le même genre de promo. T'aurais cru que c'était un bouffon complètement débile. Aujourd'hui, les codes ont changé, et lui, il s'adapte avec un nouveau mode de communication, cette nouvelle mouvance, et il séduit forcément un public large. Diviser pour mieux régner. Et au-delà de ça, il a compris quelque chose de primordial, il faut faire participer ta communauté à ta vie. Et pour sa part, son destin sportif. Alors pour cela, il a fait 2 vidéos qui amènent beaucoup de controverses, qui sont très critiquées, parce qu'il affirme en gros que ses followers vont choisir l'organisation où il va signer. PFL à l'UFC ou au Bellator. J'ai pris beaucoup de risques dans ma carrière. J'ai parlé, je vais assumer. Mais en fait, il assume pas vraiment le résultat parce qu'il avait déjà anticipé. 70 à 80% ont choisi l'UFC et à la fin du vote, il a quand même expliqué que c'était beaucoup plus stratégique financièrement et sportivement d'aller au PFL. Donc encore une fois, ça a divisé. Il a manqué de transparence, mais qu'on aime ou pas sa façon de faire, eh bien on va aller voir la suite. On va aller voir son combat au PFL. Beaucoup voudront qu'il gagne, certains voudront qu'il perde, mais dans tous les cas, il aura gagné en notoriété. Ça fait partie des stratégies commerciales au-delà du sport et il ne faut pas le dénigrer. Un acteur, un combattant, un divertissant. On ne peut pas nier que c'est un très bon divertissant. Divertere, ça veut dire détourner en latin. Donc il détourne les personnes pour les enjailler en gros. Et ça, les entreprises de divertissement, les journalistes, les influenceurs l'ont bien compris. C'est pour ça en gros que tu peux pas passer devant Cédric Doumbé. Il est partout. Il fait partie du paysage des plateformes numériques. De la même manière que Cyril Gane l'année dernière. Rien qu'en tapant Doumbé MMA sur YouTube, c'est pas moins de 40 programmes sur 5 pages où on peut voir ses KO, ses entraînements, ses interventions, ses punchlines et même ses détracteurs. Et forcément, même si tu t'intéresses pas à lui, eh bien, ton cerveau reçoit des images, des données que tu n'auras pas forcément accueillies au moment présent. Mais le jour où tu vas vouloir t'informer sur lui, eh bien, t'auras l'impression de le connaître depuis 10 piges. C'est ce que j'appelle l'hypnotisme latent. Sans ton gré, il est rentré dans ta tête. Si cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a enjaillé, tu balances ton meilleur pouce. Ma prochaine vidéo sera du chaos naît le chaos, la partie 2 de la vie de Mike Tyson. Abonne-toi évidemment, sinon je fais un étranglement à mon chien. Huch!